Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Montin, le directeur marketing et digital de la marque de mode Gémeaux, filiale du groupe Eram. Avant de diriger Gémeaux, Renaud a fait ses gammes dans des grands groupes industriels tels Unilever. Puis, attaché à sa région, il rentre alors dans l'Ouest et découvre l'univers de la mode en entrant chez IKKS pour finalement rejoindre le groupe Eram en 2011. Entrepreneur dans l'âme, il monte en 2018 le 6e ciel, ce lieu de travail collaboratif au cœur de l'île de Nantes. Véritable véhicule de la transformation du groupe, le 6e ciel est un lieu hybride ouvert à tous. Dans cet épisode, Renaud vous racontera ce moment où il a eu l'idée de créer ce lieu, dans quel intérêt et comment il évolue au sein de son écosystème nantais. Avec Renaud, nous sommes également revenus sur l'histoire du groupe Eram, ce groupe français qui a réalisé plus d'1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et qui emploie aujourd'hui plus de 6000 collaborateurs. De notre rencontre, je retiendrai un mot, la sérendipité. Une discussion inspirante, à l'image de ce dirigeant talentueux et humble. Donc comme toujours, si notre discussion vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou nous le dire en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast. Bonne écoute. Bonjour Renaud. Bonjour Éléonore, ravi de t'accueillir au 6e ciel. Et moi, je suis ravie de t'accueillir dans Rayonnante. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, tu le disais, on se trouve dans les locaux du 6e ciel, donc l'espace de travail collaboratif du groupe Eram. Renaud, j'ai beaucoup de questions pour toi, notamment parce que je suis très admirative de ton parcours et de tout ce que tu as construit au sein du groupe Eram. Donc, on va en reparler, bien sûr. Mais je réfléchissais un peu à la manière dont j'allais commencer cette interview, qui est un exercice pas facile. Et puis, du coup, je me suis remise, dans le contexte de ce début d'année et je me suis dit qu'on était le 7 janvier, donc l'heure des traditionnels vœux. Et je me suis demandé ce que l'on pouvait souhaiter au groupe Eram cette année. Ah, c'est une bonne question. On est dans un contexte un peu particulier, donc moi je pense que la première chose spontanément que j'ai envie de dire en ce début d'année, c'est du positif et je pense du plaisir. Je pense que l'année 2022 va pas encore être normale. Et je nous souhaite aussi encore une belle année de résilience. On a démontré depuis 2 ans, le groupe Eram, une belle capacité de résilience. Je pense qu'on est en train de vivre justement un moment entre guillemets d'histoire sur la dynamique du groupe qui est passionnante et qui est vraiment chouette. Et donc je nous souhaite aussi de réussir tout notre projet d'entreprise de transformation. On reviendra justement sur cette gestion de la crise au sein du groupe Eram, mais j'ai le sentiment aujourd'hui que les gens ne connaissent pas bien le groupe Eram et du coup je voudrais en profiter pour que tu nous parles de ce groupe, que tu nous racontes son histoire, ses activités. Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on est un groupe qui est de manière historique assez discret. Alors déjà, en plus, on vient plutôt du 49 que du 44. Mais nous, en fait, notre rayonnement, il est territorial et il est régional. Donc on n'a aucun ego. Au contraire, on œuvre pour notre région et ce depuis le début. Et c'est vraiment en fait l'histoire du groupe. Donc pour la petite histoire quand même en 2 secondes, parce qu'il faut revenir dessus. On est né en 1927. Le groupe a été créé par Albert René Biotto et Marie-Joseph Guéry. Et Albert René Biotto, lui, était fils d'artisan bottier. Et en fait, il a eu dès 1927 une vision de se dire qu'il voulait passer de l'artisanat à l'industrie. Et il a créé donc avec sa femme une première usine donc à Saint-Pierre-Montlimard, donc dans les Mauges, avec la volonté d'industrialiser plus fortement ce métier-là. Et pourquoi dans les Mauges ? Parce que c'est une terre en fait historique autour du textile. Les métiers de textile sont partis assez rapidement. Et il a fallu se reconvertir sur d'autres types de métiers, et notamment sur la chaussure. Et c'est pour ça d'ailleurs sur la chaussure plutôt accessible, contrairement à d'autres régions en France. Et donc il a créé cette première usine. Et il a toujours eu ce mot d'ordre-là qui était de faire le bien et bien le faire, justement de se dire qu'il allait autour de sa région développer son territoire, développer socialement les choses et bien le faire. On est dans le métier de la chaussure et donc c'est un métier qui est très technique. Il y a environ une 50aine d'opérations pour faire une chaussure, on ne le croit pas. Et donc ce sont des gestes métiers très particuliers qui nécessitent vraiment d'avoir des gestes soignés, d'avoir une vraie attention et ça c'est hyper important. Et donc l'histoire elle vient de là, donc en 1927. En 1932 en fait il crée la marque Eram, qui est l'acronyme en fait
fait des premières syllabes des fondateurs, René et Marie, à l'envers. Déjà, en plus, ils étaient en verlan, donc très précurseur. Et ça, c'était en 32. Et puis après, voilà, une première usine, une deuxième, une troisième, une dizaine. On a été l'un des plus gros fabricants français de chaussures à un moment donné, avant que le métier commence à partir, malheureusement, en tout cas, malheureusement, par les contraintes mondiales à l'export. Le fondateur a été très visionnaire aussi dès le début, parce que dans les années 40, en pleine guerre, il a eu l'idée, en fait, d'ouvrir la première boutique Aram, en se disant, bah voilà, moi je suis fabricant, et si je suis plus proche du consommateur, je serai plus pertinent sur la manufacture. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et du coup, la deuxième génération a vraiment pris le pas, avait fait aussi pas mal de voyages aux États-Unis, avait le concept de franchise était arrivé, et a développé le concept de franchise sur Aram, et a boosté en fait et propulsé la distribution. Et donc à un moment donné, je crois qu'il y a eu jusqu'à 600 points de vente Aram dans toute la France, donc il y en avait un dans chaque petit village. Et donc la deuxième génération a fait passer finalement le groupe de l'industrie finalement au retail, à la distribution. Et là, la troisième génération, donc aujourd'hui le groupe est toujours dirigé par la famille, on a un actionnariat 100% familial, il est dirigé par Xavier Biotto, qui est le petit-fils du fondateur, et donc qui est président du directeur et du groupe Aram. Et voilà, les challenges après la partie retail, c'est la transformation numérique et bien sûr la transformation durable. On a engagé sur un véritable projet d'entreprise qui s'appelle Change for Good, ce qui est justement de réinventer notre métier vers une mode plus durable. Et toute l'entreprise est engagée sur ce projet-là. Et donc, c'est le gros défi de cette troisième génération. Et il y a même la quatrième génération qui est en train d'arriver dans l'entreprise, puisque les filles de Xavier Biotto ont par exemple créé une start-up pleinement digitale qui s'appelle Montlimar, qui distribue et qui vend des vêtements pour hommes, de la mode pour hommes, avec un positionnement de responsable. Ouais, donc une belle aventure familiale qui se poursuit, qui est pas Exactement. finie a priori. Si on revient justement un peu sur les chiffres du groupe Aram, donc j'avais en tête que le groupe Aram employait plus de 6000 collaborateurs, dont 800 au siège, donc à moins d'une heure de Nantes, tu le disais, à Saint-Pierre de Montlimar. Le groupe Aram, c'est combien de marques? Alors, le groupe Aram, en fait, on a un groupe qui fait à peu près 1,2 milliard en 2019. On a 850 points de vente. Donc, voilà, c'est quand même... on est un groupe fortement orienté autour du retail. 6000 collaborateurs, une dizaine de marques. Et en fait, on a, on va dire, 4 principales activités. La principale est le retail. On a joué avec la marque Gémeaux, qui est la plus grosse marque du groupe, qui est en périphérie des villes. Et après, toute la kyrielle de marques de centre-ville avec Bocage, Mello Yellow, Eram, Texto. On est actionnaire minoritaire aussi chez Fago, on a TBS. Voilà, donc on est l'un des leaders aussi de la chaussure en centre-ville. Donc ça, c'est pour le pôle retail. On a un pôle aussi fort sur le B2B avec Parade. On est leader de la chaussure de sécurité, enfin l'un des leaders de la chaussure de sécurité en France. TBS aussi, qui vont énormément de revendeurs. On a maintenu un pôle industriel. On est fiers de garder justement encore 2 usines en France, à côté d'Angers, à Mont-de-Jean-sur-Loire et à Jarzier, avec 2 technologies différentes de fabrication, sur lesquelles on produit encore plusieurs centaines de milliers de paires en France, ce qui est peu, mais ce qui est beaucoup en fait, puisqu'on est l'un des seuls à garder le métier. Et enfin, comme on a une activité de retail, on a aussi une foncière, puisque l'on détient certains murs de nos points de vente. Donc on est assez finalement diversifié. Et en termes de positionnement, on reste sur un positionnement entrée milieu de gamme, on va dire, pour offrir justement une mode accessible. Et nous, notre raison d'être, en tout cas notre mission, c'est de favoriser justement l'épanouissement de chacun dans tous les moments de la vie, avec toutes ces marques que l'on a, pour pouvoir répondre aux différents besoins des uns et des autres. Tu parles justement de marque leader. J'ai lu aussi dans la presse que le groupe Aram était un acteur incontournable des enseignes de mode françaises. Qu'est-ce qui, selon toi, explique le succès de ce groupe ? Je pense que ce qui nous caractérise vraiment par rapport aux autres, il y a 3 choses. On en parlait tout à l'heure par rapport à l'histoire. Il y a un actionnariat familial qui est stable. La deuxième chose, c'est qu'on maîtrise, comme je te le disais, par rapport aux différentes activités, entre guillemets, l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que on est à la fois capable de produire, on a des parcs fournisseurs qui sont avec bientôt 100 ans de métier qu'on maîtrise aussi, même si ils nous appartiennent pas nécessairement, puisqu'en fait on fait aussi pas mal de négoces. Bref, on a nos magasins et beaucoup de succursales, donc on a nos sites e-commerce, donc on maîtrise aussi toute cette chaîne de valeur. Donc ça, je pense que c'est le deuxième point. Et puis le troisième, c'est que on a des marques à forte notoriété sur leur segment. Donc on a aussi des positionnements hyper clairs et des marques à notoriété qui permettent aussi finalement de véhiculer des valeurs, et c'est bien ça qui nous anime en fait, nous, c'est qu'on est un groupe avec des valeurs, une histoire, et toutes nos marques ont leurs propres histoires, leurs propres valeurs, et quand on a un ADN qui est clair, c'est ce qui permet aussi de durer dans le temps.
Je rebondis un peu là-dessus parce que tu parlais de projet d'entreprise, votre projet Change for Good, c'est ça, si Tout j'ai à fait. bien retenu. Quels sont du coup les principaux challenges de ce projet et comment est-ce que vous comptez y répondre? Notre ambition, c'est vraiment de devenir une entreprise de référence et reconnue pour ses performances responsables. On est sur la mode sur sur un secteur qui est assez polluant, hein. C'est la deuxième industrie la plus polluante, donc c'est hyper important d'œuvrer en ce sens-là. On a énormément de sujets, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais notamment l'un des principaux, c'est autour de l'éco-conception. On a des vrais sujets autour de l'énergie, de la distribution, parce qu'il y a tout le packaging et tout ça, etc. Il y a une véritable dynamique et surtout une véritable dynamique d'innovation. Puisqu'en fait, j'ai pas forcément assez insisté tout à l'heure dans l'historique, mais on a toujours en fait innové depuis 100 ans, quoi. Voilà, quand on a voulu passer de l'artisanat à l'industrie, c'était innovant. Quand on a ouvert un magasin dans les années 40 en pleine guerre, c'était innovant. On a créé, c'est nous qui avons démocratisé la semelle en plastique pour que ce soit plus durable, plus qualitative. Ça, c'est dans les années 50. Et là, c'était vraiment source d'innovation. C'est pour ça que ce Change for Good a donné naissance, par exemple, à des nouveaux modèles avec Bocage où on peut louer ses chaussures et les rapporter, leur donner une seconde vie, toutes ces dynamiques en fait d'éco-responsabilité. C'est une vraie source d'innovation pour nous. On a créé aussi une marque qui s'appelle Cécile, sur laquelle justement on pourrait démanteler et puis pouvoir rebichonner la chaussure et la remettre dans le circuit après. Donc ça crée une vraie dynamique d'innovation et de réinvention et de transformation qui est super chouette. Donc ce projet-là, Change for Good, notre ambition, voilà, c'est de se dire on peut être des marques accessibles, mais on peut être les plus responsables possibles et on veut rester fidèle à ce que je te disais tout à l'heure, de faire bien les choses, quoi. Et justement, tu reviens sur le sujet de la crise sanitaire dont tu parlais en introduction, qu'on vit depuis 2 ans, qui a été très difficile, notamment, on le sait, hein, pour le monde du prêt-à-porter. Si toi, tu peux nous parler un peu de cette période complètement inédite dans la vie d'une entreprise, comment est-ce que vous avez vécu ça de l'intérieur, tu vois? Comment est-ce que vous avez fait pour gérer ça et comment est-ce que vous en tirez parti aujourd'hui? Déjà avec beaucoup d'agilité. C'est-à-dire qu'on était déjà agile en tant qu'entreprise familiale, mais je pense qu'on l'est devenu encore plus. Alors là, on est même devenu champion du monde à mettre en place des opérations du jour pour le lendemain, à changer les plans pareil en quelques heures. Donc ça, on a vraiment monté en puissance et sur certaines entités dont Gémeaux, dans lesquelles je fais partie, ça nous a fait aussi même progresser. Puisqu'en fait, quand on est un peu plus gros, on n'est pas forcément assez simple. Et donc, je pense qu'on a beaucoup progressé sur la simplicité. Donc ça, c'est super, une belle agilité. On a souhaité à la fois garder le lien avec nos équipes, parce qu'il y a eu beaucoup de chômage partiel, parce que c'était hyper important pour nous, et le lien avec nos clients. Nous, à partir du moment où on s'est assuré que les conditions sanitaires, à l'époque, elles étaient moins scientifiques, mais en tout cas, le minimum était respecté. Justement, on a continué, parce qu'on s'est dit, on veut garder le lien, c'est hyper important. Et on a vachement innové là-dessus. Sur Gémeaux, par exemple, on ne pouvait plus distribuer les catalogues. On a fait une petite opération hyper sympa. On a, dans Animal Crossing, proposé des tenues virtuelles du catalogue qu'on ne pouvait pas sortir et les offrir à nos clients. Sur les bébés nés pendant le confinement, on a envoyé à tous nos clients une petite box de remerciements parce qu'ils avaient acheté chez nous et qu'ils étaient contents de trouver chez nous des vêtements de bébé parce qu'il y avait une espèce de pénurie, si tu veux. Et donc ce lien-là, on faisait des tutos dès la première semaine sur Instagram pour pouvoir occuper les enfants, tout ça, etc. Et en fait, tout ça, c'était hyper important, cette notion de lien, à la fois en interne, parce que l'isolement, c'est quand même pas facile, et pour certains, ça a été encore moins facile que d'autres. Et puis pour nos clients, pour pas couper le fil, quoi. Enfin, ça nous apparaît en fait hyper évident et en lien, avec nos valeurs. En tout cas, on a 3 valeurs dans le groupe ERAM. C'est la simplicité, l'ouverture d'esprit et la responsabilité. Et dans le cas de ces 3 valeurs-là, nous, ça a été assez naturel de garder ça. Et enfin, je pense qu'on a eu une belle sortie de pandémie, globalement. Je te parlais du fait que nous gagnions des parts de marché, parce qu'on a eu des équipes justement avec qui on a gardé le lien et qui étaient hyper engagées. Et toi, justement, avec ta casquette de dirigeant, est-ce que tu te souviens un peu de comment est-ce que tu as géré ça à l'époque? Comment est-ce que tu as lidé cette crise et tu vois, quelles étaient tes réflexions? La première chose à faire, c'était de garder ce lien-là avec tous mes managers, les managers avec leurs équipes, de donner du sens aussi à tout ce qui se passait et de beaucoup communiquer. On a mis en place tout de suite des modes de communication. Alors c'est vrai que
On venait en plus d'être équipé de la suite Microsoft, de tout ça, donc ça a permis quand même assez rapidement d'être assez fluide. De toutes les semaines aussi d'éditer un bulletin d'information dans l'entreprise pour pouvoir dire où on en était, ce qui allait se passer, donc de donner du sens en fait à tout ça. Et je pense que ça a été ça les clés de la réussite, le lien et donner du sens. Et après, bien sûr, beaucoup de préparation, et notamment pour les magasins, puisqu'il y a des procédures très strictes à respecter en termes de conditions sanitaires. Mais voilà, du lien et du sens, surtout important. Et puis, faites très vigilant sur les situations, effectivement, d'isolement des uns des autres. Mais je pense que collectivement, on a beaucoup appris, on est devenu plus agile et malgré le fait que ça a été difficile, et ça l'est toujours malgré tout un petit peu, eh bien, je pense que ça nous fait grandir et ça accélère aussi d'une certaine façon finalement notre mue et notre transformation et puis le fait que oui, il faut avancer dans cette transformation. J'ai une dernière question sur ce sujet, mais je voulais rebondir là-dessus. Tu parles de nouveaux modes de communication que vous avez mis justement en place pendant cette crise. Est-ce que tu as en tête un exemple ? Ce qui a quand même été très nouveau, c'est cette dimension de télétravail. Elle était forcément déjà un petit peu présente, puisqu'on avait déjà commencé à œuvrer dans ce sens-là. Mais je me rappelle, en fait, les premières réunions de début de confinement, elles étaient encore en conf call, avec un numéro qu'on appelait. Et voilà. Alors qu'en fait, après, rapidement, on s'est tous mis finalement à Microsoft. Et tout ce qui était visio, c'était quelque chose qui n'était pas du tout démocratisé. Donc ça a fortement, effectivement, quand même changé la donne. Et c'est d'ailleurs ce qui est difficile aujourd'hui, puisque comme on peut travailler à peu près de n'importe où et qu'on peut faire des visios quand on veut, il y a un vrai enjeu, je pense, pour moi, de pouvoir encore mieux redéfinir qu'est-ce qu'on fait quand on est au siège à Saint-Pierre-Mont-Limard, qu'est-ce qu'on fait quand on est au 6e ciel, qu'est-ce qu'on fait quand on est en télétravail, et quel est le rythme ou le biorhythme de l'entreprise par rapport à tout ça. Et c'est vrai que je pense que le télétravail, c'est super. Par contre, on est beaucoup avec tout ce qui est visio et toute la connexion, la tête dans le guidon. Et ce qui peut être, je pense, dangereux à moyen terme ou à long terme, c'est justement de perdre cette ouverture d'esprit. On gagne en efficacité. Mais cette notion justement de relation, de lien dont je parlais tout à l'heure, de sérendipité aussi, elle est pour moi au moins tout aussi importante. C'est ce qu'on essaie d'ailleurs d'incarner, on en reparlera tout à l'heure au 6e ciel. Et donc je pense qu'il faut faire attention à ça, en tout cas moi c'est un point de vigilance que je me mets. Le bon dosage. C'est qu'on est très efficace en opérationnel et on avance vite. Ouais. Mais il faut savoir aussi à un moment donné peut-être prendre du recul et arrêter peut-être un peu le temps et essayer de se projeter. C'est, je pense, les enjeux qu'on peut avoir dans les entreprises en général. Bon, j'aimerais qu'on parle quand même un peu de toi ici, Renaud, notamment pour apprendre à mieux te connaître. Alors, je te propose qu'on commence par faire un retour en arrière, par parler de ton enfance, de tes débuts. Je suis né à Cholet, j'ai grandi à Cholet. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac, avant de partir à Angers pour ma prépa. Donc moi, j'ai 43 ans, bientôt 44, 3 enfants. Alors j'habite à Nantes désormais. Pendant un moment, je me rappelle quand j'étais petit, je voulais être pâtissier. Ah oui ? Ouais, moi je suis assez gourmand et puis je sais pas, j'aime toujours bien d'ailleurs faire un peu de la cuisine, etc. quand j'ai le temps. Et puis c'est un petit sas c'est mon sas de décompression aussi, je pense, et puis pouvoir faire plaisir aussi aux autres. J'ai pas fait carrière en pâtisserie et peut-être ce qui m'a marqué moi entre guillemets dans mon enfance, puisque tu me parles de ça, c'est que je suis parti en fait à la fin de ma seconde aux États-Unis pendant 1 an. En fait, mon père à l'époque travaillait pour une boîte américaine et il proposait à certains enfants, en tout cas une bourse pour partir. Et je suis parti dans une famille d'accueil en Californie. Génial. Pendant 1 an au lycée, à la high school américaine. Donc j'étais en seconde et là-bas j'étais au niveau de terminale. D'accord. Et donc je suis resté pendant 1 an là-bas. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc on se téléphonait 1 fois par semaine, on s'écrivait des lettres. Et ça reste quelque chose de marquant moi, dans mon parcours et je pense dans ma personnalité aussi, ce séjour là-bas. Et ça m'a pas mal marqué et aussi impulsé aussi certaines choses pour la suite. Et du coup, est-ce que justement tu pourrais revenir un peu sur ton parcours entre ce voyage aux États-Unis, depuis ce voyage aux États-Unis jusqu'à ton arrivée au sein du groupe ERAM ? Ouais.
Alors j'ai fait, après Cholet, j'ai fait une prépa HEC à Angers. J'ai pas eu HEC. J'étais pas assez doué en maths. Donc j'ai fait Schema à Lille. Qui est une très bonne école aussi. Oui, oui, tout à fait. J'ai fait Schema à Lille pendant 3 ans d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé cette région. J'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des gens du Nord qui sont hyper accueillants. Enfin, il y a une belle ambiance, c'est vraiment chouette. Je prends toujours plaisir à y retourner. Et j'ai commencé ma carrière chez Unilever. J'ai fait une année de césure chez Unilever. J'ai commencé dans la margarine, après dans les surgelés, et après j'ai été dans les glaces. C'était voilà, finalement par rapport au côté pâtissier, Ouais, voilà, j'y suis quand même passé, je l'ai retrouvé. C'est ça. Et tu étais en marketing? Voilà, j'étais en marketing, j'étais directeur, je fais pas mal de postes chez Unilever, mais mon dernier, effectivement, j'étais directeur de marque sur Magnum, qui était l'une des marques internationales du groupe Unilever. Donc c'était effectivement un socle assez formateur pour moi dans ma carrière, autour des marques, du client, une boîte qui était très business, donc ça m'a quand même beaucoup marqué, et une boîte très formatrice, quoi. Je suis parti après parce que j'avais pour projet de revenir dans ma région, tout simplement. Donc j'ai été frappé à différentes portes, dont celle d'IKKS. Donc j'étais voir le directeur général que j'avais vu dans mon annuaire des anciens, pour tout simplement solliciter une interview et lui demander, bah voilà, j'ai vendu des surgelés et des glaces, la mode ça me plaît bien, et est-ce que vous avez des conseils, ou voilà, comment ça marche chez vous, pour comprendre et tout. Et puis finalement je suis ressorti avec un job. Donc il m'a pris en tant qu'adjoint je tiens d'ailleurs à le remercier. Il m'a pris en tant qu'adjoint de direction, donc je faisais des missions transversales pour lui. Et après, il m'a donné, bien entendu, des sujets opérationnels. Et j'ai lancé en 2007 l'e-commerce chez KKS. L'objectif, c'était de reprendre une direction de marque. Et donc, j'ai repris la direction d'une petite marque qui s'appelle Jean Bourget, qui était positionnée sur du vêtement pour enfants assez quali, une marque aussi régionale. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Un super challenge, vraiment une très belle équipe. Donc, voilà, je gérais toute la business unit de ce site-là. Et puis après, je suis tombé sur une offre du groupe ERAM pour reprendre la direction de marketing et digital d'ERAM, de la marque mère. Et donc, ce qui m'a tout de suite plu, c'était les valeurs dont je t'ai parlé tout à l'heure, familiales. Et sur ERAM en particulier, d'être sur la marque un petit peu phare, quoi. Enfin, en tout cas, historique. La marque aussi de mon enfance. Voilà, je te dis que je venais de Cholet, donc forcément, c'était une marque qui me parlait beaucoup. Et puis, avec un challenge de rénovation et de réveiller justement en fait cette marque-là historique, sur laquelle il y avait une belle transformation à faire, une belle transformation numérique. Donc j'ai fait ça en fait pendant plusieurs années. Donc ça fait 10 ans que je suis dans le groupe ERAM. Et on a bien rénové avec les équipes la marque, son positionnement, la transformation numérique, le marketing client, etc., etc. Et après, du coup, j'ai pu finalement récupérer dans mon giron d'autres marques comme Bocage, Mellow Yellow, Texto, sur la partie transformation numérique, pour justement créer des synergies. La particularité qu'on a dans le groupe, effectivement, c'est qu'il y a Gémeaux qui représente une majorité du chiffre d'affaires. Et les autres marques, en fait, on a besoin de créer encore plus de synergie pour monter en compétences. Et donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et donc, on a créé un centre de compétences en fait, numériques sur toute la partie digitale, sur ces marques-là, Bocage, Mellow Yellow, Texto et RAM. Et une fois que j'avais fait ça, j'ai créé la direction de la transformation numérique aussi au niveau du groupe, tout en gardant mes activités opérationnelles, pour avoir une synergie encore plus large sur le groupe. Donc, j'animais notamment des choses autour de la communauté, une communauté digitale, de l'accélération de la dynamique aussi data. Et c'est dans ce cadre-là qu'est né le 6e ciel. On y reviendra tout à l'heure. Et puis après, j'ai accéléré un projet d'entrepreneuriat sur une chaussure connectée. Et puis après, en fait, on m'a appelé pour le challenge Gémeaux. Donc ça fait depuis 2 ans que je suis sur la marque Gémeaux. D'accord. Donc où j'ai la direction marketing et digitale de Gémeaux. J'ai un peu plus de 80 personnes. Et c'est plusieurs équipes. C'est d'abord une équipe communication, voilà, dans le sens classique du terme, avec tous les réseaux sociaux, la com, les médias, etc. J'ai toute une équipe en fait merchandising, donc que ce soit en amont ou en aval, et avec la gestion du concept. J'ai tout l'e-commerce avec une vraie dimension omnicanal, puisqu'en fait Gémeaux, on a 430 magasins, donc l'enjeu est vraiment de rendre la marque la plus omnicanal possible et de faire plus de synergie possible entre le on et le offline.
J'ai créé aussi il y a 1 an une cellule CRM et data, donc tout ce qui peut tourner autour du marketing client et de la donnée, puisque c'est des choses qui sont hyper importantes aujourd'hui. Et j'ai pu créer aussi à mon arrivée chez Gémeaux une cellule qu'on appelle les nouveaux business. Donc c'est une cellule dans laquelle on va opérer tous les projets de relais de croissance ou de réinvention du Gémeaux de demain. Donc par exemple, on a pu ouvrir des corners chez Total. On a un déploiement de cornerisation aussi chez Intermarché. On a lancé Gémeaux pour les pros. Donc voilà, on va aller marcher des prisons, des lycées hôteliers, des associations, et ça marche très fort. Et on a travaillé aussi sur des sujets de seconde main, enfin bref, tout ce qui peut être business alternatif dans le bon sens du terme, pour pouvoir en fait inventer le Gémeaux de demain et trouver les prochains relais de croissance. Donc une équipe, déjà une belle équipe, avec qui je prends plaisir à travailler tous les jours, et vraiment très pluridisciplinaire. Et c'est vrai que moi c'est ça que j'aime aussi, c'est de passer, pas du coq à l'âne, mais en tout cas, voilà, j'aime bien avoir cette pluridisciplinarité et cette hétérogénéité que je trouve voilà, hyper riche, en tout cas. Ouais. Moi qui me passionne enfin dans mon métier de tous les jours. Selon toi, quels sont tes talents, tes compétences pour diriger une marque comme Gémeaux aujourd'hui? Je pense que j'en retiendrai surtout une, qui est celle de l'ouverture d'esprit. Je reparlais de nos 3 valeurs du groupe, c'est la simplicité, l'ouverture d'esprit et la responsabilité. Et je pense que l'ouverture d'esprit, en fait, dans mon métier, et cette curiosité, en fait, au quotidien, elle est primordiale parce que comme je te le disais, la mode, ça se réinvente tout le temps, les tendances, elles arrivent, elles repartent. Sur le numérique, il y a des choses qui poussent tous les jours. Le client est de plus en plus exigeant, ce qui est bien. Il nous remet de plus en plus en question, ce qui est très bien aussi. Et je pense qu'il faut avoir une vraie force, effectivement, de curiosité, d'ouverture d'esprit et une vraie humilité aussi, justement, pour voilà, être résilient. Et on constate, et moi ce que je peux constater quand même, c'est que ça évolue toujours plus vite en fait. Et donc il faut être voilà, très à l'affût et très humble, je pense, par rapport à ce qu'on peut faire. Et puis après, voilà, faut avoir aussi une bonne capacité voilà, de résilience et de résistance dans un monde qui change beaucoup. Et là, on le voit bien dans un contexte quand même assez mondialisé aussi. On peut subir voilà, une certaine pénurie de matière, des tensions sur l'approvisionnement. Voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et voilà, c'est pas toujours ça. Il faut savoir rester aussi calme, je pense, et zen par rapport à tous les changements environnementaux que l'on peut avoir. Et du coup, à l'inverse, je vais faire appel à ta part d'humilité. Est-ce qu'il y a eu, tu vois, des erreurs, des décisions que tu as prises qui ont pu être mauvaises ou du moins que tu as regrettées? C'est une question difficile. Ouais, pas facile. Parce que je pense qu'en bientôt 20 ans de carrière, des erreurs, j'en ai fait un paquet. Et j'en fais toujours. Je pense que ce qui est important par rapport... je vais te répondre à la question. Hein. Ce qui est important par rapport aux erreurs, je pense, c'est de réussir à les détecter rapidement et d'accepter que c'est pas grave, on a fait une boulette, quoi, mais qu'il faut vite l'arrêter. Ça, c'est ce qui est sûrement le plus dur, et notamment, je pense, en France, par rapport à tout ce que j'ai pu voir en fait à l'étranger, et de voir un climat de confiance suffisant pour que aussi parfois les équipes nous le disent. Donc je pense que ça, c'est l'enjeu. Alors j'arrive pas parce qu'en fait je pense que j'en fais encore beaucoup et j'en ai fait beaucoup, mais je pense que si j'avais un regret, parce que c'était aussi ça dans la question, c'est moi il est plutôt autour de et c'est pas forcément une erreur en fait si tu veux, mais de fait de dire comment j'arrive à passer suffisamment de temps justement avec les équipes. Comme je le disais, c'est un métier de passion, un métier où ça va à 200 à l'heure. Et je pense que les erreurs que j'ai pu commettre, elles sont liées probablement parfois à se dire mince, j'ai peut-être pas été assez en proximité sur tel sujet, ou tiens, j'ai peut-être pas pris assez de temps pour prendre le temps, en fait, prendre du temps pour prendre le temps. Et ça, je refais le lien avec tout à l'heure, quoi, sur les visios, les machins. En fait, on est souvent un peu trop dans la machine, dans le tambour là, et puis parfois on prend pas assez le temps. Donc je pense que les erreurs que je peux faire sont souvent peut-être autour de ça. Et est-ce que tu as justement des mentors, des sponsors, tu vois, qui t'inspirent, qui te guident?
J'échange beaucoup et d'ailleurs, je faisais partie de son club. Désormais, il a arrêté de Georges Lewy, qui est l'un des pontes du marketing en France, qui est un sage du métier qui m'inspire beaucoup et qui m'a beaucoup fait de mentoring. Mis à part sur ce secteur-là, c'est plutôt je prends en fait des choses qui m'ont marqué à travers différentes personnalités et ça me marque sur un certain aspect et ça me façonne peut-être sur une certaine facette de ce que je peux faire ou ce que je peux entreprendre. Et puis, comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, mes mentors en fait, du quotidien, c'est un petit peu tout ce qui se passe autour de moi, quoi. Ça peut être mes enfants, ça peut être quand je vais sur les réseaux sociaux, les collaborateurs qui ont une passion, je sais pas quoi, sur quelque chose et qui t'en parlent. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi, je me suis formé. Bon, on va s'intéresser à ce qui m'amène aujourd'hui à te rencontrer, le 6e ciel, donc ce lieu de travail collaboratif, je le disais, qui a été créé en 2018, qui se trouve donc au cœur de l'île de Nantes, au 6e étage du bâtiment 0 Newton. Alors pour qu'on comprenne un peu le pourquoi de ce projet, j'aimerais bien que tu reviennes, s'il te plaît, sur son origine. Alors, on l'a lancé donc en 2018 et l'origine, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'avais créé en fait à l'époque la direction de la transformation numérique, en plus de ce que je pouvais faire à la direction marketing digital d'ERAM, dans l'objectif d'accélérer en fait cette transformation au niveau de tout le groupe et en synergie avec toutes les enseignes. Et en fait, rapidement, en fait, sur cette transformation numérique, enfin, et c'est pas rapidement, en fait, dans tous les projets de transformation numérique, ce qui est hyper important, c'est ce qu'on appelle chez nous le change, donc la capacité justement à accompagner ces changements au niveau de la culture. Et donc, j'ai bien entendu travailler sur tous ces sujets d'accélération numérique, e-commerce, data, etc., mais surtout sur la transformation culturelle. Et à l'époque, d'ailleurs, en fait, sur la transformation numérique, l'idée qu'il n'y ait pas une business unit à part, avec plein de gens en dessous, c'était plutôt de dire comment on fait justement monter en compétence un peu tout le monde. Et j'étais en binôme avec un transformeur RH, à qui je fais un petit clin d'œil. Et du coup, on a monté cette direction de la transformation et on s'est dit qu'il fallait travailler sur cette transformation culturelle. Et donc, on s'est dit, voilà, on est basé à Saint-Pierre-Mont-les-Martres, c'est l'ADN, c'est l'histoire et c'est hyper bien, il ne faut surtout pas le perdre parce que c'est notre force, comme je le disais tout à l'heure. Mais à l'inverse, le futur, on va le réinventer aussi avec tout un écosystème autour de nous. Et c'est la croyance de départ qui était de se dire qu'on ne va pas se réinventer tout seul. Alors qu'effectivement, on a plutôt une culture, et c'est pour ça que tu disais qu'on n'est pas forcément ou peu connu, c'est parce qu'on a cette culture d'humilité. Et de se dire, justement, il faut qu'il y ait un écosystème autour de nous et qui crée un peu plus, moi, ce que je crois beaucoup, j'en parlais tout à l'heure, la sérendipité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il y a des choses qui ne sont pas prévues et qui vont créer de la valeur. Et je crois beaucoup aussi aux rencontres de différentes personnalités ou différents prismes pour créer une espèce de porosité qui va créer quelque chose de nouveau et qui va créer de la valeur. Il nous fallait un véhicule pour cette transformation durable, cette transformation digitale et cette transformation culturelle. Et on le voulait au cœur d'un écosystème qui bouge sur ces sujets-là, qui est l'île de Nantes. C'était de se dire, on veut un véhicule de la transformation et on veut créer ce lieu hybride qui n'est pas un lieu d'innovation, enfin en tout cas pas que, qui n'est pas ouvert qu'à des happy few, qui est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, tous ceux qui ont le badge dans l'entreprise jusqu'aux stagiaires ont le droit de venir ici. Et c'est un lieu d'ouverture puisque toutes les marques se mélangent ici. C'est un plateau, comme tu as pu le voir, en 360 sur lequel tout le monde se mélange. Les directeurs comme les stagiaires, les métiers informatiques qu'on a croisés tout à l'heure comme les métiers de la création. C'est un lieu d'accélération des projets aussi. Et donc ce lieu-là, en fait, il cultive tout ça. Voilà, il est un peu hybride, c'est un tiers-lieu. Et j'ai envie de dire que même chacun va venir façonner ce qu'on pourra y faire, avec au cœur de ça, de se dire que on va créer justement des liens, des rencontres peut-être improbables, et qu'on est aussi au cœur de l'écosystème qui bouge, et que on s'ouvre à tout ça. Et donc on était vraiment fidèles en créant ce lieu-là à cette valeur du groupe historique d'ouverture d'esprit, de curiosité et d'innovation. D'accord. Et comment est-ce qu'on monte un projet comme celui-ci ? Ça, c'est une bonne question parce que ça n'a pas été nécessairement je dis évident. Ça s'est fait facilement en fait au final, mais c'est comment on trouve le bon prisme pour monter un projet comme ça. Déjà, on crée une petite équipe autour de soi.
Donc effectivement, j'avais un transformeur RH, mais on a élargi l'équipe avec voilà, d'autres personnes, la communication, des gens aussi sur les infrastructures, etc. Donc on a créé une petite équipe. Et en fait, au départ, moi, j'ai convié comité de direction du groupe à venir faire justement une matinée d'immersion dans le quartier de la création. Et donc on a commencé à la Samoa, qui est la société d'aménagement de la métropole de l'Ouest, là, donc, qui est chargée aussi à la fois de l'immobilier, mais aussi de la dynamique de l'activité économique de l'île, et qui a expliqué en fait toute la vision justement de Nantes à 2030. Après, en fait, je leur ai fait rencontrer tout un tas d'incubateurs ou d'accélérateurs pour comprendre aussi la dynamique et sentir la dynamique qu'il pouvait y avoir à travailler avec tous ces écosystèmes-là. Et après, on a été visiter le lieu. Et c'est vrai que le lieu est aussi assez magique, puisque voilà, la tour 0 Newton a été construite de telle façon qu'il y a un plateau en vue 360 et une hauteur qui est prise justement sur Nantes, surtout au 6e étage, qui est forte. Et donc finalement, en vivant aussi un peu les choses, voilà, les personnes présentes ont pu se rendre compte et toucher de près ce que pouvait être cette transformation. On en revient au fait de donner du sens et de pouvoir sentir les choses, et ce qui n'était pas forcément évident, puisqu'effectivement c'était un changement complet de culture. Puisque on parlait tout à l'heure du télétravail, voilà, en 2018, se dire qu'il y avait un lieu nouveau qui n'était pas que à Saint-Pierre. On avait déjà des choses à Paris, mais pour des showrooms, pour des choses très commerciales, etc. C'était pas forcément évident de se dire c'est quoi le retour sur investissement de ce lieu-là. Puisqu'on était plutôt sur un retour sur investissement culturel, en fait, au final, qui développe du business, bien entendu, autour. Mais voilà, c'était effectivement le challenge. Et donc, pour en fait pouvoir relever ce challenge-là, quoi de mieux que de vivre les choses. Et ça s'est fait comme ça, finalement, en fait, assez facilement. Et comme le groupe a toujours eu cette vision et cette ouverture d'esprit, cette capacité à se réinventer. Après, ça s'est fait assez naturellement, mais ce qui a été complexe pour nous, et ce qui d'ailleurs l'est un petit peu toujours, c'est de comprendre finalement voilà, ce qu'on peut y faire dans ce lieu-là, quels sont les gains attendus pour les individus qui y viennent, etc. Et comment est-ce qu'on fait justement en tant que leader d'un projet comme celui-ci quand on rencontre des résistances au changement comme ça? C'est beaucoup de pédagogie. Et c'est effectivement, il faut vivre un peu les choses, quoi. Donc, par exemple, au début, on a organisé des learning expéditions. Donc, on faisait tous les mois, en fait, une learning expédition. On conviait les collaborateurs, une petite dizaine. Et d'ailleurs, c'était sur une journée, finalement. Le matin était une découverte de l'écosystème qui est autour. Donc, un coup, on allait à l'école design, un coup, on allait à la cantine numérique. Je ne sais plus ce qu'on a fait, tellement on en a fait un coup au Audencia, enfin bref. Et l'après-midi, on essayait de trouver en fait une formation sur une thématique. On a fait une formation par exemple sur le design thinking, une formation sur les pitchs, une formation. Voilà, on essayait de trouver en fait une thématique aussi qui était liée à ces nouveaux modes de travail, ces nouveaux modes collaboratifs, ces nouveaux modes de pensée. C'est ça le plus dur, parce que quand moi je parle du 6e ciel avec cette dimension en fait écosystème qui est forte, j'ai eu des questions, par exemple, oui, mais quand on vient au 6e ciel, on ne le voit pas, l'écosystème. L'écosystème, oui, on est dedans, mais en fait, il faut aller aussi le chercher. Et c'est ça qui est peut-être paradoxal, parce qu'on a une énorme ouverture d'esprit, mais comme on est sur du retail, du ROI, de la performance, etc., c'est de se dire, oui, comment, en fait, finalement, quand je viens peut-être une demi-journée, une journée, mais en fait, aller à une conférence à côté, il n'y a peut-être pas de ROI immédiat. Mais c'est pas grave. Faire un déjeuner avec des gens qu'on connaît pas, va aussi créer des choses. Voilà, ça c'est pas forcément naturel. Et ça, pour répondre à ta question, des tips, j'en ai pas vraiment, mis à part essayer de rendre la chose concrète et de pousser et d'essayer d'être facilitateur et de pousser voilà, les gens. Et tu parles de ce nom justement, pourquoi avoir choisi de l'appeler 6e ciel? Bon, on est au 6e étage. Et c'est un clin d'œil au fait de dire qu'avec ce lieu-là, on veut un petit peu s'élever par rapport à tout ce qui peut se passer, sur les tendances, sur tout ce qui peut se passer autour de nous. Et cette dynamique en fait d'élévation. Mais on a quand même rajouté, puisqu'on est dans la chaussure, comme tu peux le voir, les pieds sur terre. Parce qu'on est quand même vendeur de chaussures au départ, et on est des gens
on disait simple, et dans simplicité, il y a pragmatique. Et voilà, on aime bien les idées, mais on aime bien les faire aussi et que ça sert la cause. Et donc, voilà, on aimait bien cette idée de s'élever, de prendre de la hauteur, mais tout en gardant les pieds sur terre. Et puis, on trouvait ça, voilà, assez rigolo et puis un petit peu disruptif. Et voilà, faut aussi qu'on ait cette petite touche-là, quoi. C'est important, c'est important. Donc actuellement, vous hébergez donc 4 startups au sein de 6e ciel. Du coup, je voulais qu'on s'intéresse un petit peu au choix de ces startups. Tu vois, est-ce que toi, déjà, tu as un rôle dans cette sélection et quels sont vos critères de recrutement? C'est vrai que dès le départ, en fait, on avait prévu ce là avec des colocataires. C'était vraiment une volonté dès le départ, de dire qu'en fait, si on faisait ce là, on ne voulait pas le faire tout seul et on voulait y intégrer une dynamique justement de création, sans lien avec notre ADN, qu'on est une entreprise justement où on développe notre territoire et on a toujours aussi développé les talents avec nos partenaires, nos collaborateurs, etc. Donc c'était vraiment nous naturel et surtout volontaire dès le début, en tout cas dans le cahier des charges. Et donc aujourd'hui on a 4 startups, on a Oxygène, La Chouette Compagnie, Tembo Tool et Synergie. Et en fait, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être 4 grands critères de sélection. Donc il y a tout ce qui peut tourner autour du design. Par exemple, La Chouette, c'est ça, La Chouette, ils avaient travaillé justement sur l'application, sur notre chaussure connectée. C'est des Grenoblois à la base et qui veulent s'établir à Nantes. Et donc on leur ouvre notre nid pour venir chez nous. Et puis on leur ouvre aussi la façon de s'infiltrer aussi justement dans le quartier la création. Ça c'est le design, tout ce qui peut être autour du développement durable, puisque Change for Good c'est quand même un projet d'entreprise, mais avant tout une démarche de développement durable et de transformation durable. Donc en fait on a 2 entreprises, on a Tembo Tool qui est un logiciel qui permet en fait de piloter en fait toutes les activités RSE des entreprises, qui est une création d'entreprise. Vraiment, c'est vraiment une création de start-up. Et on a Oxygène, qui est un cas qui est super intéressant, puisque Oxygène, en fait, c'est quelqu'un qui était dans les équipes Gémeaux, qui s'appelle Luc Robet, et qui a monté toute une politique énergie, et qui finalement, en fait, a créé un vrai savoir-faire dans l'entreprise, et qui aujourd'hui, il revend, en fait, à d'autres entreprises. Donc, il a créé, en fait, son entreprise, qui s'appelle Oxygène, et en fait, qui est devenue une filiale du groupe. Et donc, en fait, on l'héberge ici. Et d'ailleurs, il est en pleine croissance. Et maintenant, il a plein d'autres clients autres que Gémeaux, même s'il œuvre encore beaucoup sur Gémeaux. Et c'est chouette parce que c'est aussi, celui-là sert à ça. C'est-à-dire, en fait, on veut aussi favoriser les projets d'intrapreneuriat avec un hébergement et une synergie avec l'écosystème. Et du coup, ce qu'a fait Luc et Oxygène, c'est vraiment chouette, puisqu'on est très fiers de pouvoir avoir pu créer et le suivre dans son projet d'entrepreneuriat et d'avoir du coup encore Oxygène dans ces bureaux-là, donc qui grossissent, j'espère pas trop, parce qu'autrement, il est obligé de partir. Non, je rigole. Mais voilà, donc c'est design, développement durable. Et le dernier point, c'est l'innovation. Donc on accueille aussi Synergie, qui sont Antoine et Mathieu, spécialisés dans tout l'accompagnement à l'innovation et à pouvoir surfer un petit peu sur tout le système de financement à l'innovation. Et donc en fait, ces 3 dominantes-là, développement durable, design, innovation, voilà, c'est tout ce qui peut concerner notre transformation. Et on aime bien aussi quand même la dimension tech. Alors, il y a surtout Tempo Tool vu qu'ils ont un logiciel en SaaS qui l'a. Et c'est des choses aussi qu'on va regarder. Donc, c'est ces 4 composantes-là, en fait, qui vont faire des filtres. Et on a fait une fois un appel à candidature très orienté RSE. Donc, on avait eu d'autres colocataires qui sont partis depuis parce qu'ils ont grossi. Et après, ça vient plutôt comme ça, de manière assez naturelle, avec le réseau. Voilà, on n'est pas nécessairement en démarche très forte vis-à-vis de ça. Ça se fait plutôt naturellement, c'est plutôt chouette. Ouais, si je comprends bien, il y a quand même une logique il faut que vous apportiez quand même mutuellement, qu'il y ait une valeur ajoutée. Il faut que pour nous, effectivement, ça serve, nous, notre transformation et qu'il y ait un lien avec ce qu'on fait. On n'est pas là d'accueillir pour accueillir, comme je disais, c'est pas notre philosophie de départ. Donc, sachant que nous, on n'a pas une promesse, on n'est pas un incubateur, on n'est pas un accélérateur, on n'a pas une promesse ni d'accélération ni d'incubation. On est là, en fait, pour leur offrir, ils payent quand même un loyer, mais un loyer qui est très raisonnable par rapport au lieu auquel on est. Et surtout, en fait, d'être ensemble. Ce qu'ils apprécient beaucoup et ce qui remonte souvent, c'est que justement, ils sont ensemble, donc ils partagent la problématique d'entrepreneurs, les conseils qu'ils peuvent avoir entre eux. Ils sont tous quand même assez complémentaires par rapport aux activités que je te disais. Et après, le groupe ERAM, nous, on est juste là pour
on a aussi quand même un certain réseau, des contacts. Parfois, on teste aussi leurs solutions. Parfois, on peut les challenger aussi sur des choses si nous le demandent. Mais on n'a pas de contrat, entre guillemets, par rapport à une promesse d'accélération par rapport à tous les autres. Donc, c'est ce qui va nous différencier des accélérateurs, des incubateurs, et je ne nous considère pas du tout comme cela. Voilà. Bon, je reviens sur cette notion de hub un petit peu hybride, dans lequel on va plutôt créer une communauté autour du groupe et qui va tirer tout le monde un petit peu vers le haut. Ouais. Et combien de temps est-ce que vous les hébergez ? Il n'y a pas de durée. Ouais. Il n'y a pas de durée. On a eu un premier en fait, lot de colloques la première année jusqu'au Covid. Le Covid a changé pas mal de choses dans les entreprises déjà en elles-mêmes qu'on avait, parce que certaines se sont remises en cause, certaines se sont développées différemment. Et là, depuis la fin de la première, deuxième vague, on a ces quatre nouveaux colloques. Et du coup, ça dure. Là. Donc, il n'y a pas de durée, en fait. Les gens restent autant qu'ils veulent. Et si ça se passe bien, ils peuvent rester autant qu'ils veulent. C'est pas un sujet. La seule limite qu'ils ont, c'est que comme on veut qu'à un moment donné, quand même, il y ait un bon équilibre entre l'interne et l'externe, la place n'est pas extensible. Donc effectivement, on est sur plutôt des typologies d'entreprises de 2, 3, 4 personnes. Et dès qu'en fait, il y a une accélération qui est très forte, ou dès qu'il potentiellement il y a une levée de fonds ou une accélération quelconque, c'est compliqué de les accueillir à plus de 5, 6, quoi, on va dire. Donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec une belle boîte comme on avait avant, comme Shopify, qui a dû partir parce qu'ils sont pas mal développés. Et mais c'est pas grave, en fait, on est content finalement. En fait, c'est-à-dire que quand ils partent, c'est bon signe. Parce qu'ils ont réussi à bien se développer. Et je me disais, tu parlais tout à l'heure un peu des enjeux là, qui vous restent avec 6e Ciel. Est-ce que tu ressens, depuis l'ouverture de ce lieu, que ça a, mine de rien, contribué à la fidélisation des collaborateurs du groupe ? C'est hyper dur de te répondre. Ouais, je comprends. Je me demandais si ça avait servi. C'est très dur de te répondre. On a fait des enquêtes justement de satisfaction sur le lieu. Il faudrait peut-être qu'on en fasse une parce qu'elle date d'avant la Covid. En tout cas, ce qui est sûr, j'ai du mal à te répondre avec des KPIs très clairs. En tout cas, on a eu très bonne note en fait de satisfaction quand on a fait les enquêtes. Et donc, j'ai envie de te dire que oui, forcément, ça fidélise. Moi, je viens aussi régulièrement, donc je vois les typologies de personnes qu'il y a et je pense le plaisir qu'ils prennent aussi à venir ici. Et puis, je pense que du coup, pour nous, c'est aussi un nouvel atout pour notre marque employeur. C'est pas toi que je vais l'apprendre sur Nantes. Tu es mieux passé que moi. La ville plaît. Et donc, il y a aussi beaucoup de Parisiens, je pense, qui veulent venir. Et donc, le fait aussi d'offrir ce cadre-là qui est différent, qui n'est pas un espace de télétravail, mais justement qui est un tiers-lieu où on y trouve autre chose que quand on est chez soi, ça plaît aussi beaucoup. Donc oui, clairement, je ne l'ai pas dit aussi dans les objectifs de tout à l'heure, mais il y a bien entendu un objectif de transformation, mais bien sûr un objectif de fidélisation et d'attirer des nouveaux talents. Et de se faire connaître, parce que comme tu le disais au départ, on n'est pas nécessairement connu, ou alors on est connu individuellement par les marques, mais ils n'arrivent pas forcément les gens à relier au groupe Eram. Donc on a aussi cet objectif-là. Donc oui, j'ai envie de te répondre que oui, mais j'ai pas de chiffres à te donner. Et je me demandais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années. Quelles sont les ambitions de 6e Ciel ? Je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est que l'ambition, moi j'aimerais bien en fait que justement, je pense que j'espère que tes auditeurs retiendront ça aujourd'hui, dès qu'on explique toute l'histoire en fait qu'il y a derrière le groupe et toute l'innovation qu'il peut y avoir, les gens en fait sont assez surpris dans le bon sens du terme de tout ce qu'ils peuvent y trouver. Et moi, j'aimerais vraiment mon ambition, c'est qu'on soit positionné dans les prochaines années comme un vrai acteur de référence sur la région et qu'on soit positionné aussi comme une entreprise reconnue pour ses performances responsables et acteur de cette transformation durable. Donc c'est vraiment mon souhait, je pense notre ambition, quoi, c'est qu'on soit reconnu sur tout ça. Donc on œuvre beaucoup pour ça et donc j'espère que ça portera ses fruits. Et est-ce que l'ambition, c'est de développer d'autres lieux comme celui-ci dans d'autres villes ? Non.
Non, très clairement, parce que c'est déjà pas simple d'avoir voilà, un siège à Saint-Pierre-Mont-Limard, un tiers-lieu à Nantes. On a aussi des bureaux aussi sur Paris. C'est pas simple. Donc, quand je dis non de manière assez catégorique, enfin, pourquoi pas, mais c'est difficile. Quand on parlait tout à l'heure du télétravail, tout ça, etc., de réussir aussi à créer, voilà, de garder ses valeurs, de garder ses racines, tout ça, etc. Donc je pense que non à court terme, hein, peut-être qu'à moyen terme, on pourrait réfléchir. Et puis je considère aussi qu'aujourd'hui, on n'a pas encore, comme je disais tout à l'heure, trouvé toutes les clés. Tout le modèle, c'est 2018, mais il y a la Covid entre les deux, donc il y a encore aussi des choses à consolider, à peaufiner. Donc je pense que sur le court terme, non, c'est pas d'actualité par rapport à tout ça. Faut pas qu'on se disperse, je pense. Ok. Et en t'écoutant parler, j'ai le sentiment quand même que vous interagissez beaucoup avec votre écosystème, avec tout le territoire nantais, que vous êtes engagé dans ce développement, dans le développement du territoire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail comment? Oui, alors c'est vrai que on a beaucoup développé ces dernières années, et notamment avec le sixième ciel, en fait, toutes les synergies avec notre écosystème, à commencer par être en lien avec effectivement tout le quartier de la création, voilà, toute l'innovation et le numérique sur la ville de Nantes. Donc ça, c'est hyper important. Le deuxième point, c'est que voilà, on a eu la chance aussi, l'occasion aussi de participer à pas mal de missions régionales. Voilà, je t'en parlais tout à l'heure sur des learning expéditions à Silicon Valley, au CES, etc. Donc on a pu finalement, et c'est ça qui est super en fait avec ces missions-là, c'est qu'on part avec tout un tas de personnes différentes, et c'est très riche. Et on travaille aussi, nous forcément, on parlait de talent et de recruter des talents tout à l'heure, aussi pas mal avec les écoles. Et en l'occurrence, on est aussi venu ici au Zéro Newton parce que tu vois l'école de design là, pas loin, qui est en train d'être construite, Audencia à côté, la HAL6 avec l'université. Donc on travaille pas mal avec eux. Là, en ce moment, par exemple, j'ai un cas d'école avec l'université de Nantes sur la Design Factory qui agrège d'ailleurs d'autres écoles, l'école de design, l'école d'ingénieurs, etc. Donc c'est vraiment très top. Et on s'est associé aussi dès la création de ce startup studio, donc d'Imagine Machine, avec Rob Spiro. Le groupe ERAM est associé depuis les débuts, donc a participé à la première levée de fonds et aussi à la deuxième, pour voilà, participer à toute cette dynamique aussi d'innovation durable, parce que le positionnement est aussi autour de ça, et la dynamique de création d'emplois, parce qu'en l'occurrence, il y a énormément de startups qui ont été créées et ça crée de l'emploi. Et donc voilà, c'est assez protéiforme en fait, mais on va dire que c'est un mélange d'écoles, de personnes qui voilà, comme Imagination Machine, qui participent à essayer de changer un petit peu le monde, et puis de liens avec la région, la métropole, pour pouvoir être voilà, présent et actif dans cet écosystème. Donc c'est assez protéiforme. Et toi, justement, à titre personnel, qu'est-ce que t'évoques Nantes? Qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes? Je mets toujours, j'aime bien mettre ce clin d'œil à chaque fois. Nantes, c'est la West Coast finalement. C'est notre, Pas mal. c'est notre West Coast à nous. Voilà, ne serait-ce que par le climat tempéré, la mer. On voit la Loire là, pas loin, mais cette ville aussi un petit peu ouverte, je pense, sur le monde de par son histoire. Et en plus là, sur l'île de Nantes, on le sent encore plus. Ce côté ouverture aussi, voilà, sur la culture. Ça date de héros, et c'est encore, voilà, ça perdure. Et je dis souvent, en fait, quand les gens ils viennent à Nantes ou pour vendre Nantes, ça fait un petit peu, j'y étais qu'une fois, mais j'ai fait un petit parallèle. Je trouve que c'est un petit Berlin en fait, dans le côté, dans le côté un petit peu alternatif, plutôt quand même assez ouvert, le côté culturel, le côté aussi un peu industriel. Voilà, je fais aussi un petit peu de parallèle par rapport à ça. Donc, non, la West Coast, moi j'aime bien. West Coast attitude. Est-ce que tu as des bonnes adresses à nous partager? Voilà, j'en ai plein. J'en ai plein. Au 6e ciel, on aime bien faire des after work de temps en temps. Et on va, il y a Pose là qui fait le hot dog là, qui a ouvert
son resto là en fait l'été dernier, je crois de mémoire, et c'est top. Et Ben, il est hyper sympa. Et alors certains vont manger des hot dogs le midi, voilà, mais le soir en fait il est en mode after work et des tapas, et l'ambiance est chouette, et en plus il y a un DJ à chaque fois, c'est vraiment très sympa. Et soit on va là, ou soit on aime bien aussi aller à la sourcerie. Voilà, il y a des bonnes bières, moi j'aime bien ça, et c'est très chouette. Et après, sur le coin aussi, j'aime beaucoup la maison Arlot, côté pour le pain et tout ce qu'il fait en fait, qui est canon. Je crois que tu l'as interviewé d'ailleurs. Oui, j'ai fait un petit coucou à Pierre-Antoine. À Pierre-Antoine, voilà, un coucou. Et après, moi j'aime bien sur les restos. Je trouve qu'il y a un resto en fait à Nantes qui coche un peu toutes les cases. C'est le Pickles. J'aime bien en fait parce que c'est à la fois un peu gastro, c'est pas très cher, enfin en tout cas c'est raisonnable, et puis l'ambiance est sympa, quoi. Voilà. J'aime bien moi quand c'est pas prise de tête, que c'est bon, qu'il y a des mélanges. Voilà, c'est difficile de trouver de la place souvent, mais voilà, j'aime beaucoup ceux-là. Et puis j'aime beaucoup, moi j'aime bien la musique aussi, donc je suis assez fan de Stérolux, donc j'aime bien aller voir des bons concerts aussi là-bas, et le lieu est vraiment chouette, et le son aussi est bon. Écoute, merci beaucoup Renaud, en tout cas pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Je suis désolée parce que le temps a filé, mais c'était très intéressant. Donc, merci beaucoup pour l'échange. Tu es la bienvenue au 6e ciel quand tu veux. Merci. N'hésitez pas à venir le découvrir. Voilà, à très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que mon épisode avec Renaud vous a plu, vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec la sublime Anna Fiorentino.